Le 19h Sport, ravi de vous retrouver en ce vendredi 30 janvier 2026. Vous savez que dans le 19h, on parle de sport et justement, on n'a pas n'importe qui pour en parler depuis bientôt 2 ans déjà qu'on est très heureux de le retrouver dans cette émission. On va donc retrouver Marc Garcia du côté de Megève, si je me trompe pas. Marc, bonsoir Marc. Bonsoir Johan, on y pète tout le soir de bleu, vu que ça n'a pas marché. Voilà. Et oui, parce qu'on vous explique que voilà, hier soir c'était un petit peu compliqué. On avait tout préparé avec Marc et on n'a pas pu faire l'émission en raison des problèmes informatiques hier soir. Mais ce soir, Marc, il est à fond. Je le sens. Ouais, là, je suis à fond. En fait, pour tout vous expliquer, Johan, en préparant l'édition, il s'est mis les pieds dans le tapis, du coup. Voilà. Moi, je suis pas tombé, hein, voilà. Oui, voilà. En plus, on était tout près, et voilà, c'est ça un petit peu les aléas du direct, Marc. Bon, on est là comme en ce vendredi 30 janvier, en direct à 19h17 pour ceux qui nous retrouvent. Je vous rappelle, en télévision, sur vos tablettes et vos smartphones, vous pouvez également poser vos questions à Marc Garcia qui répondra en direct. Vous avez pris l'habitude depuis quelques temps donc à faire tout cela avec nous. Donc, c'est votre émission de sport à vous, donc n'hésitez pas. Et Marc, une semaine sportive encore. Oui, une semaine sportive. On avait eu surtout comment on appelle ça, les 2 dernières épreuves hommes un peu qualificatives avant les Jeux Olympiques, mais le slalom géant en nocturne à Schladming, et puis le slalom spécial qui a eu le lendemain avec 2 beaux podiums de nos Français. On aura de toute façon les interviews. Donc Schladming, station pas très haute en altitude, et puis là c'est quasiment en dehors de. Ouais, je pense qu'en Autriche c'est pratiquement la descente de Kitzbühel. Il peut y avoir 80 ou 100 000 spectateurs, et là je crois qu'à Schladming on n'est pas loin des 50, 40, 50 000, ça dépend des années. Donc une belle fête de sport et de ski en nocturne, et qui a toute sa place au calendrier et qui était assez spectaculaire d'ailleurs. Oui, en plus, on a pu voir la télévision, hein, j'ai regardé un petit peu, c'est vrai que c'est pas mal, hein, c'est une belle ambiance en plus. Ouais, très bonne ambiance, très sportif, vraiment il y a un super speaker, il y a une superbe ambiance pour cette de nuit. Je pense que c'était bien pour l'ensemble du ski alpin, en tout cas pour les hommes, c'était 2 très très belles courses. Alors, on va justement commencer les interviews cette fois-ci qu'on fait grâce à la Fédération française de ski avec Alban Elzi, Canafarina, qui a terminé 3e place au géant nocturne. On pourrait quand même souligner. Exactement. Alors pour le coup, on l'écoute et puis après j'enchaîne pour le double débrief, on va dire. Allez. Double débrief. Allez, on écoute. Bon, Alban, premier podium. Magnifique soirée à Schladming. Comment tu te sens ? Très 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 heureux, forcément. Un rêve d'enfant qui se réalise. Ici à Schladming, c'est vrai que c'était un endroit plutôt bien choisi avec l'ambiance qu'il y a. Les conditions, elles étaient juste parfaites pour moi. C'était très glace. Je me suis livré à 100%, j'ai joué et je suis super heureux du résultat. Et là, tu sors d'une semaine de vitesse à Kitzbühel. Est-ce que ça t'a fait du bien de sortir un peu du géant ? Est-ce que tu es revenu, on va dire, avec la tête un peu plus libérée ? Je sais pas si ça m'a fait du bien de forcément partir de ne pas m'entraîner en géant, mais en tout cas j'ai pu réaliser un rêve d'enfant de faire Kitzbühel, de faire mon premier top 15 en Super G et en descente aussi là-bas, de juste changer un peu de groupe, de coach également. Et c'est vrai que ça m'a permis peut-être de me libérer, de me mettre un petit peu moins de pression sur le géant. Et du coup, le résultat en découle, je pense aussi du fait que je change toujours de discipline et que du coup j'ai des objectifs de partout et un peu moins de pression à chaque fois que je prends un départ. Et la situation au niveau des JO, est-ce que ça t'a motivé aujourd'hui ? Ça a mis un petit plus dans la course ? Ça a mis un petit coup de fouet à mon orgueil de ne pas être sélectionné forcément. Après, il y en a d'autres qui avaient fait des meilleurs résultats que moi qui n'étaient pas sélectionnés aussi. Je sais que cette 8e place qu'on a eue hier soir, elle va être bataillée. Moi, j'ai tout donné dans ce mois de janvier. J'ai poussé à fond pour aller chercher cette place. Advienne que pourra. En tout cas, j'ai fait mon premier podium et ça, personne ne me l'enlèvera.
devant Marco Odermatt. Devant Marco. Ça, c'est la stat est plutôt pas mal. Merci Alban. Merci. Voilà, Alban, bravo. Bravo à lui. Très satisfait. Ah oui, lui, tout comme nous tous, hein, tous les téléspectateurs, les passionnés de ski et autres. Oui, il a expliqué. Vous voyez, c'est un mal pour un bien parce que souvent, comme lui, qui normalement devait effectivement était qualifié pour ce somme géant. En général, on se prépare, on s'entraîne. Mais ceux qui font un certain nombre de disciplines, comme Odermatt, et bien d'autres encore, qui font la descente, le super géant et le géant, il y avait Kitzbühel juste avant. Et ça lui a fait le plus grand bien, du coup, parce qu'en plus, il fait ses 2 meilleures performances en super géant et en descente à Kitzbühel. Et puis derrière, il enchaîne avec la tête complètement libérée. Comme le ski est là, ça lui a permis de pratiquer son ski et puis d'être sur le podium parce qu'il fait 2 belles manches et surtout une magnifique deuxième manche. Et il est sur le podium, il va au Dermatt et bien d'autres encore. Donc, c'était une grande satisfaction pour nous tous parce que pour le coup, le Thibaut Fabreau est passé un peu au travers. Pour la pression, il devait impérativement être sur le podium pour être potentiellement sélectionné pour les Jeux Olympiques, y compris pour Pinturo. Donc, eux, ils ont pris une certaine pression, or que lui, bon, il est arrivé tranquille, il a pu pratiquer son ski et il l'a expliqué. Donc, c'est tout. Bravo à lui. Bravo à lui parce que c'était un magnifique géant. C'était très glacé. Alors, de nouveau, techniquement, ça vous dit quoi? C'était de la glace, mais accrochante. Alors, en général, la glace, elle est rarement accrochante. Et dans les catégories qu'on a dans le domaine du ski, on estime que c'est très glace, avec une accroche plus ou moins importante, ou carrément pas du tout. Mais sur ce géant-là, ce qui avait été expliqué par par Pinturo, c'est qu'il y a pas mal de mecs qui se sont trompés et qui ont pas mal hésité sur le choix de matériel qu'ils avaient en géant, sur les codes de ski, sur les longueurs de ski, mais aussi sur la préparation de ski. Et pour certains, ça a marché pour lui, et pour d'autres, un peu moins. Mais c'est comme ça, c'est la course, c'est la Formule 1. Voilà. Et alors, quelle est la difficulté? J'ai une question qui vient comme ça tout de suite. Quelle est la difficulté justement lors des géants nocturnes? Alors, je dirais paradoxalement, il n'y a pas de difficulté. C'est même beaucoup plus simple parce que le fait de courir de nuit, alors les disciplines de vitesse, c'est très compliqué, hein. La descente et le super géant, ça paraît compliqué de les faire, bien que, mais en géant et en slalom, ça existe depuis un certain nombre de temps. Et vous avez plus du tout ces phénomènes, vous savez, liés au soleil, avec du brouillard ou ce qu'on appelle du jour blanc, une mauvaise visibilité. Là, tout le monde est à la même enseigne et tout le monde a le même type de luminosité, et ce qui rend beaucoup plus agréable la compétition, globalement. Puisque même s'il neige, c'est la lumière qui est claire et ça reste la même pour tout le monde. Or que de jour, vous avez plus ou moins de soleil qui se cache. Il y a plus de soleil, moins de soleil. Et ce qui souvent peut jouer des tours pour des dossards et des compétiteurs en fonction des conditions climatiques que l'on rencontre lors des compétitions nationales, internationales et mondiales. Ça, c'est clair. Comme hier et aujourd'hui également. Exactement. Aujourd'hui, j'étais à Crans-Montana, les Pouilles. On a vu qu'il y avait une grosse difficulté sur la piste et sur la visibilité. Et de nuit, il n'y a plus du tout ce sujet-là, qui est quand même le sujet important pour un athlète, hein. Les contre-performances qu'il peut y avoir, ou en tout cas les écarts, entre autres, vous avez le dossard qui joue une importance capitale, mais aussi si vous avez des variantes, comme on dit, de visibilité, ça peut faire des gros écarts. De nuit, absolument pas, Yoann. Absolument. Ah ouais, d'accord. Donc c'est mieux de skier de nuit finalement alors. Oui, exactement. Alors après, il y a des critères dans toutes les disciplines que vous voyez, le ski cross, vous avez vu aussi les bosses notamment, et bien d'autres épreuves. Il y a des normes d'éclairage avec des luxes. Vous savez ce que c'est, hein, donc il y a des normes très importantes en fonction des disciplines pour les éclairages. Sinon, on peut pas pratiquer des épreuves quelles qu'elles soient d'ailleurs. Voilà, c'est souvent une question que je me posais
par rapport à ces compétitions nocturnes. On va continuer, Marc, avec cette fois-ci également un Français. Hein, on le connaît, on ne le présente plus. Hein, c'est Clément Noël qui a terminé 3e du slalom. Bravo à lui également. Oui, oui. Alors, pareil, on va l'écouter. Bon, allez, on écoute Clément, justement, au micro de la Fédération française de ski, hein, qu'on remercie beaucoup pour ces vidéos. Clément, une 3e place ce soir avec une belle remontée, une magnifique deuxième manche, pardon. Comment tu te sens? T'es content de ce podium? Ouais, je suis content de ce podium, ça fait plaisir. C'était une bonne deuxième manche avec une deuxième manche compliquée. Et le tracé était hyper tournant, la neige était, comme on a vu, assez glacée. Donc je suis content de voir les sorties comme ça. En plus, je fais une grosse faute en deuxième manche, je ne m'attendais pas du tout en passant la ligne à avoir de l'avance. Mais après, il faut croire que j'ai bien skié, donc ça fait du bien parce que les 3 dernières courses n'étaient pas très bonnes. Donc au moins, voilà, aujourd'hui, j'ai fait une bonne deuxième manche et ça me redonne de la confiance pour le mois de février avec les courses importantes qui arrivent. Même si il y a d'autres gens qui reviennent en forme comme Henrik. mais voilà, en tout cas, ça fait plaisir de remonter sur le podium ici à Schladming. L'ambiance, elle est magnifique, donc c'est cool. Comme tu l'as dit, tu parles des Jeux qui démarrent la semaine prochaine et du coup une forme qui revient, qui te donne un peu du boost avant d'attaquer cette semaine olympique? Ouais, bien sûr. Après, peu importe dans laquelle forme on arrive au jeu, on sait qu'il faut tout donner pour aller chercher les médailles. Donc on essaye de se transcender, entre guillemets. On essaye de prendre ça comme une véritable parenthèse dans la saison. Mais là, ça fait quand même du bien. Voilà, déjà hier à l'entraînement, j'ai plutôt bien skié. Aujourd'hui, la première manche n'était pas bonne. J'étais très déçu. Mais de faire cette deuxième manche-là, ça me donne aussi la confiance que sur ce type de conditions difficiles, sur ce type de tracé difficile, je peux faire des belles manches, je peux faire des écarts. Donc on va continuer sur cette voie-là, on va se reposer un petit peu et ensuite bien s'entraîner pour arriver prêt et en forme au jeu. Merci Clément. Merci. Voilà, Clément Noël qui a terminé 3e, hein, Marc. Hein. Oui, 3e. Beau podium qui s'est joué à peu de choses. Surtout Clément a peut-être passé un peu au travers pour lui sur cette première manche. Et puis surtout, il claque une magnifique deuxième manche. Hein. Donc, ce qui lui a permis de remonter. Des regrets, toujours parce que tu penses pouvoir gagner. Et tu te dis, mince, la première manche, j'étais pas bien, je suis pas arrivé à avoir de bonnes sensations, j'avais peut-être pas pris les bonnes options techniques, tactiques, et peut-être même de matériel. Mais ce type de pente très raide et très verglacée, ça, c'est plutôt ce qui lui correspond, ainsi que les autres Français d'ailleurs. Puisque Totor fait 18e, il passe Paco sort, mais une pente très exigeante et des tracés très exigeants. Donc il a lui-même analysé, c'est tout pour se rassurer, parce que c'est vrai que ces derniers temps, il y a eu un doute qui s'est installé par rapport aux résultats et les conditions qu'ils ont rencontrées. Donc là, globalement, il se rassure pour la Coupe du Monde et il se replace aussi au classement général de la Coupe du Monde de slalom. Et puis maintenant, c'est option récupération et entraînement, préparation pour les Jeux Olympiques, sachant que là, pour le coup, à Bormio, c'est un slalom qui sera relativement plat, je dirais presque toute la partie basse est très très longue et très plate. Et la seule chose qu'on espère, c'est que les préparations de piste seront au maximum, c'est-à-dire vraiment injecter de la glace, parce que c'est pas le genre de piste qu'on a l'habitude de voir, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, ça fait partie des choix. Et il va falloir qu'ils soient tous performants. Alors il y a des skieurs, hein, Johan, qui sont plus forts sur la pente, qui sont plus forts sur des terrains qui sont très variés, comme à Kitzbühel par exemple, où on a vu Manu Feller. On a des terrains de jeu comme là qui vont arriver sur des pistes très plates. Et il y a des coureurs qui ont beaucoup plus de facilité en fonction des qualités de neige et des pistes. Bon, mais pour l'épreuve olympique, de toute façon, il va falloir que tout le monde joue, non pas 50, non pas 100, non pas 150, mais 200% pour aller épingler un podium et voir une médaille olympique. Voilà, les Jeux Olympiques, dans une semaine, hein, Marc. C'est vite là, ça approche. Exactement. Les athlètes se préparent. Hein. Oui, on avait Christopherson qui est venu lui faire un petit coucou par derrière, là, vous l'avez vu, il est venu lui faire un petit coucou.
qui a gagné pour la 5e fois, donc il a le record de victoire à Schladming. Derrière Matt Graff, qui fait aussi un podium. Les Norvégiens sont très présents. Voilà, que dire de plus, encore une fois, une superbe épreuve, une belle ambiance. Et puis maintenant, c'est direction, vous le savez, concentration pour les Jeux Olympiques. Voilà, dans une semaine, et on sera de retour le 9 février, le lundi, pour justement débriefer des JO qui commencent vendredi prochain. On en parlera bien entendu avec Marc. On va continuer, Marc, avec cette fois-ci, on va parler d'Alexis Pinturo qui a terminé deuxième, 25e, non, je ne sais pas. Il y a un petit souci avec... Ah, c'est 25e, je ne me suis pas trompé. 25e du grand slalom, c'est ça. Oui, du slalom géant. Donc, lui, il espérait pour avoir. Maintenant, il a la qualification, mais globalement, c'était très compliqué et tous ces gars-là jouent essentiellement le podium. Donc, avec des conditions de neige assez particulières, avec des tracés particuliers en géant, parce que Alexis avait décidé d'arrêter les épreuves de vitesse. Rappelez-vous que la première victoire qu'il avait eue dans sa carrière, c'était en super géant, d'ailleurs. Et donc, il s'était essentiellement concentré sur le géant. Et après maintenant, encore une fois, il a pu être repêché avec des critères très particuliers. Alors, ça fait aussi un moment, avec mon ami Jean-Jacques Rey, je peux vous dire que le règlement international et le règlement du CIO pour les fameux quotas, je peux vous dire que c'est pas facile à le comprendre. Ah, vous avez lu et c'est pas évident. On va essayer de vous donner, je vais vous expliquer une certaine généralité, mais vraiment, on perd son latin. Alors vous imaginez pour nous qui sommes experts déjà de perdre notre latin. Donc après c'est vraiment ils ont compliqué les choses en termes du CIO et de la Fédération internationale pour ces fameuses qu'on appelle les quotas pour permettre à certains athlètes de participer. D'accord. On va écouter Alexis, Marc, justement. Allons-y. Qui a réagi au micro de la Fédération française de ski. On l'écoute. Ils s'en sortaient très très bien et qui arrivent du coup à vraiment skier, faire des grosses différences. Et ceux qui, à l'inverse, un peu comme moi, se sont vraiment battus avec eux-mêmes, avec leur matériel, avec la piste, avec le tracé, et qui n'ont pas réussi du tout à générer de la vitesse. Et ça a été vraiment mon cas. Généralement, il y avait beaucoup d'enjeux sur cette dernière course, surtout depuis le coup de théâtre d'hier. Comment tu as vécu les dernières heures ? Je pense mal. Comme un peu, je pense, tous ceux qui étaient concernés. Surtout qu'on a su il y a 2 jours du coup qu'on n'était pas qualifié en gros. Et là hier encore soir, parce que le problème c'était que les 2 fois c'était le soir. On apprend que il y a un retournement de situation. Donc c'est sûr que c'est pas évident, c'est pas facile à gérer. En plus on ne sait pas forcément sur quel pied danser. Non, c'est pas très simple. Là, tu penses que tu vas encore dans la course, ça va être compliqué. C'est difficile de dire. Je pense qu'il y a 4 athlètes qui sont un peu dans ces fameuses décisions ou sélections. Il y a Alban, il y a Thibaut, il y a Victor et il y a moi. Alors après, bien entendu, derrière, il va falloir faire un choix parce qu'il n'y a qu'une seule place. Et ça va dépendre encore de demain en plus. Tout ça, justement, Voilà Alexis Pinturo qui réagit. Oui, il réagit très bien. Donc, je vous l'avais expliqué juste avant, finalement, l'interview, qu'ils se sont aussi battus, les géantistes, avec leur matériel, avec la préparation des skis, avec les choix des skis, en fonction de la pente, de la qualité de la neige et du tracé. Donc, il s'est battu, comme il a dit, avec lui-même. Donc, ça veut dire beaucoup de choses. Dans un jargon technique, c'est que quand on commence à se battre avec soi-même, c'est que tous ces éléments dont il a parlé ne sont pas spécifiquement alignés. Et donc, du coup, au lieu d'être relativement serein et d'avoir une certaine fluidité, comme a pu l'avoir Alban, mais Loïc aussi, Loïc Meillard, qui a fait une magnifique démonstration, du coup, quand tu commences à te battre avec ton matériel, en tout cas avec la piste et tout, c'est compliqué. C'est compliqué de pouvoir aller vite. Bon, Pintu a quand même un palmarès absolument hallucinant.
Donc c'est lui qui a les sensations, c'est lui qui est sur le terrain, c'est lui qui pousse le portillon. Donc maintenant, il faut qu'ils se préparent tous suite à cette évolution des quotas dont on va parler, je pense, dans peu de temps, et tous les deux. Et donc du coup, voilà, Peintu, il passe quand même un peu au travers de ce géant. Que dire de plus? Voilà. Merci Marc pour ces réactions par rapport à Alexis Pinturo. Vos questions en direct, Marc est là pour répondre. Et en plus, on apprend plein de choses en même temps avec vos questions que vous posez, les réponses également que donne Marc. Hein, c'est vrai, hein, on apprend plein de choses. Alors, on va commencer avec cette première question qui est assez longue, mais je pense que vous allez tout de suite comprendre, Marc. Il semblerait que Crans-Montana soit très dangereux au vu de la descente femme aujourd'hui. Vous aviez raison, Marc. Gros problème avec les casques. C'est la deuxième fois que l'on voit un coureur perdre son casque durant un choc. Quand les choses vont-elles évoluer? Nous dit Pierre, présent un petit peu, voilà. Alors bon, Crans-Montana, c'est une piste relativement technique, on la connaît, c'est une piste qui date pas d'aujourd'hui. Surtout, il y avait impératif de faire une compétition un an avant les championnats du monde, des répétitions. Après, c'est les conditions climatiques qui rentrent en jeu pour les athlètes, et spécifiquement en vitesse. Bon, aujourd'hui, il y a eu la descente a été annulée parce qu'il y a eu des grosses gamelles. Alors on a vu Lindsey Vonn, et pour la petite histoire, apparemment elle est blessée au genou gauche, or qu'elle a une prothèse au genou droit. Donc maintenant il y a des analyses, et puis c'est de voir comment elle va être apte à passer psychologiquement, mais aussi physiquement, pour être prête pour les Jeux Olympiques, si elle est en mesure de participer aux Jeux Olympiques. Ça, c'est le premier point. Et le point du casque, c'est qu'effectivement, quand Pierre note ce problème de casque, on avait vu de mémoire, c'était à Vedbever Creek, chez un Slovaque, si je ne me trompe pas, ou un Slovène, ou un Croate, qui avait pris une grosse tarte en descente et qui avait perdu le casque aussi. Ça, vous savez, c'est ce qu'on appelle les jugulaires, c'est la partie qui vient là, comme en moto, et qui s'accroche. En dessous, et en fait, les jugulaires, elles s'accrochent pas toutes de la même manière, en fonction des marques de casque. Alors, je vous en ai déjà parlé répétitivement, que le règlement international, et en tout cas le dernier règlement qui a été mis en place, date de 2013 pour les casques. Il y a 13 je pense sincèrement, et je suis pas le seul, quand on parle avec pas mal d'athlètes, en activité ou non, de dire, vous voyez, la moto Grand Prix, par exemple, qui reste quand même un produit type, eux, ils ont évolué, je crois, en 2024, et pour l'année prochaine, ils vont encore rechanger la qualité et les modèles des casques pour les motos Grand Prix. Donc, nous, il y a quand même, on en a parlé avec tous les décès qu'il y a eu, mais pas que. Et encore une fois, moi de mémoire, je crois qu'à Val d'Isère, j'avais croisé quel athlète de quelle nationalité en géant, il avait le casque qui était fendu, carrément. Là, le casque, il n'a plus du tout l'option de protection. Alors, comment on peut tolérer ce genre de choses? Et encore une fois, il y a des casques qui, depuis 2013, il y a des évolutions sur les qualités et les produits qu'on utilise pour les casques. Nos amis suisses ont fait des grandes recherches là-dessus. Et c'est pour ça qu'on avait fait un sujet très pointu avec Philippe de Paris, rappelez-vous, sur la sécurité, on avait parlé des casques. Et qu'encore une fois, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, oui, il y a moyen de encore se poser des questions. Comment se fait-il qu'un athlète en descente, de mémoire, je reviens sur la moto Grand Prix, j'ai rarement vu les mecs qui se mettaient comme on dit, des grosses gamelles et des grosses gaufres en moto Grand Prix, à des vitesses bien supérieures, perdre un casque. Oui, c'est vrai. Il me paraît pas normal. Il me paraît pas normal aujourd'hui que dans le domaine du ski, on puisse voir ce genre de choses. Moi, j'étais pas sur le terrain, c'est toujours facile de critiquer, mais je peux faire qu'un constat. Donc là, pour répondre à Pierre, il faut évidemment et impérativement que la FIS et la Fédération internationale et que les instances évoluent sur les qualités de casque qu'on a à tous les échelons, au niveau des clubs. Les fabricants, on va dire au niveau des clubs, voilà, au niveau des fabricants déjà, au niveau des clubs, des pré-clubs, et j'en passe et les meilleurs, pour amener encore plus de sécurité, puisqu'on voit que les commotions cérébrales deviennent de plus en plus importantes dans toutes les disciplines, y compris dans les disciplines techniques. Donc, on fait un sport dangereux, certes, on est bien d'accord,
Mais je pense qu'il faut arriver à progresser par rapport à ces recherches qui sont faites, et pas nécessairement dans le ski, de pouvoir s'appuyer et d'évoluer pour amener, non pas le risque zéro, ce qui n'existe pas, mais d'amener un peu plus de sécurité que l'on peut voir aujourd'hui. Voilà, ouais, les histoires des casques, on en parle beaucoup et voilà, c'est une très On bonne en parle question par beaucoup. rapport, ouais, oui, et ça fait du bruit des fois, même les vidéos qu'on a fait, enfin bon, Ah ben, mais bon, pour revenir au casque, ça a fait un gros débat auprès des moniteurs de ski. Vous le savez, ça a fait un gros débat en expliquant que pour moi, les professionnels, il n'y a même pas de discussion à avoir, doivent montrer l'exemple et doivent effectivement porter un casque pour montrer l'exemple. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, pour leur propre sécurité. Ça reste toujours. Et ces derniers temps, j'ai voyagé, on s'est retrouvé. Et ben, j'en ai encore vu beaucoup, beaucoup. Voilà. Voilà, on va continuer Marc avec, on va Oui. justement rester à Crans-Montana avec donc la compétition qui a été annulée à la suite des multiples chutes. La piste semblait bizarrement tracée. Justement, qu'est-ce qu'il en pense Marc, nous demande Grand Appareil sur YouTube. Alors ça, encore une fois, je reste toujours toutes les formes de tracé dans toutes les disciplines, hein, qu'on ait de la descente, du supergéant, du géant, du slalom, c'est toujours le débat des règles, encore une fois, des règlements internationaux qui permet certaines choses en fonction de la longueur de la piste, du dénivelé de la piste, et qui fait que, alors en plus, Grand Montana, c'est un peu, c'est des pistes qui sont déjà, on va dire, qui sont préformées. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sur un grand espace, vous avez des formes de terrain qui vous imposent malgré tout certaines choses. Après, c'est le traceur qui est là. En fonction, il y a quelqu'un qui est nommé pour tracer, et en fonction d'eux, c'est lui qui prend l'option, suivant un règlement sur les distances qui sont importants et les écarts verticaux et horizontaux, c'est-à-dire que ce que vous tracez de droite vers la gauche, pour imaginer que vous amenez vos athlètes, pour moi, avec certainement un spectacle, mais avec la plus grande sécurité. Apparemment, ce que j'ai pu voir aujourd'hui, il y avait un passage qui était relativement compliqué et de quelle façon on peut, face à ces types de pistes, à amener les athlètes en réduisant la vitesse avant d'arriver à des endroits très techniques et compliqués. Aujourd'hui, le seul constat qu'on peut faire, c'est que heureusement, la compétition a été annulée parce qu'il y avait une dangerosité, il y a quand même eu voire beaucoup de gamelles. Donc au moins la sagesse a primé, contrairement à ce qu'on a pu voir dans d'autres stations et d'autres du monde. Donc là, je veux dire, c'est que c'est toujours ce fameux débat sur ces réglementations, sur les formes de tracé que l'on a. Alors même si aujourd'hui, l'ensemble, on a tendance un peu à essayer de réduire la vitesse, mais quand même. Après, je vous l'ai dit, les problèmes de visibilité jouent beaucoup et c'est inhérent à notre sport et qui rend effectivement, comme aujourd'hui, la descente excessivement dangereuse. Voilà, et oui, c'est vrai que c'est toujours que et bon là, on va dire que la décision a été bien réfléchie et bien voilà, on va dire que là, cette fois-ci, ils ont pas laissé, descendre, les coureurs, hein. Non, non, ils n'ont pas laissé descendre 50 coureurs, non. Non, Ouais. ils ont essayé de prendre une décision, ce qui est pas toujours évident parce que vous êtes toujours sur le fait que vous avez des contrats télévisés, vous Oui, avez, ouais, ça coûte de c'est l'argent. l'image qui compte et du coup, bah, là, au moins, c'est pour le coup, c'est de la sagesse pour préserver les athlètes. Voilà, donc voilà une belle décision du côté de Crans-Montana. Alors, il y a eu d'autres annulations, je pense, durant cette journée dans d'autres compétitions, je pense. J'ai pu voir ça sur les réseaux. Oui, il y a d'autres compétitions qui ont été annulées, mais après pour le coup, bah, au moins c'est clair, c'est net, c'est précis. On a eu tendance pendant ces dernières années à dire: «Ouais, mais les mecs, ils sont là, on fait tous un sport dangereux, il faut être capable de skier dans toutes les conditions». Je pense qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de réflexion, même si de temps en temps ça déborde un peu, mais il y a un peu plus de réflexion par rapport à tout ça et ça va plutôt dans le bon sens. Ouais, et il faut que ça dure, hein, Marc. Alors, nous sommes à une semaine avant les JO. La semaine prochaine, on ne sera pas là, on sera en vacances, hein, pour le 19h, voilà, pour ceux qui nous regardent. Mais on sera de retour dès le lundi 9 février. Et les JO qui commencent justement dans une semaine, donc c'est vendredi prochain. Qu'est-ce que vous espérez justement de ces JO, Marc?
Alors, ce que j'espère, c'est que déjà les conditions soient très bonnes. Apparemment, il a beaucoup neigé en Italie, comme chez nous. En tout cas, Oui. quand je parlerai de l'alpin, mais bon, il y a aussi les bosses, il y a aussi comment on appelle ça, le combiné nordique, le biathlon et bien d'autres épreuves. J'espère que les conditions atmosphériques seront là pour permettre des belles épreuves. C'est important. Je sais que Cortina, ils sont vraiment à la dernière minute sur vraiment la réalisation totale du village olympique avec tout ce que ça nécessite. Ça, c'est le premier point. Et puis là, le débat aujourd'hui, Johan, c'est personne ne comprend. On en parle pour nos Français, mais personne ne comprend ce système de quotas, ce système de sélection où aujourd'hui, en théorie, vous pouvez imaginer que les 30 meilleurs mondiaux, il semblerait légitime que les 30 meilleurs mondiaux participent aux Jeux olympiques. On est bien d'accord. Quel que soit homme-femme et quelle que soit la discipline. Et ben aujourd'hui, suivant un règlement, voilà, un règlement, on va dire, de la Fédération internationale, mais en même temps du CIO, vous avez aujourd'hui beaucoup d'équipes, comme nous les Français. Jandé, par exemple, qui est 15e mondial en slalom, ne pourra pas participer aux Jeux olympiques. Et bien d'autres encore, des Allemands. Je parle aussi des Autrichiens. Ça, c'est l'éternel sujet auquel on a l'esprit Pierre de Coubertin. Alors, pour faire en résumé, je vais essayer de vous faire un résumé parce que, à mon avis, les Jeux olympiques, oui, mais de quelle façon elles sont abordées pour l'ensemble des sports et pour que tout le monde puisse bien comprendre. Là, vous avez, chaque pays a un quota d'athlètes, tous sports confondus. Donc, vous avez le bobsleigh, vous avez 300, il y a plus de 150 athlètes qui peuvent représenter chaque nation sur un plan maximum. Hein. Vous avez des petites nations, évidemment, ils ont peut-être un skieur ou peut-être une équipe de bobsleigh comme les Rasta Rockets à l'époque, les Jamaïcains. Mais bon, mais globalement, les grosses nations du sport, par exemple, nous, les Suisses, hein, qui sont très forts dans toutes les disciplines, y compris le hockey sur glace. Donc, vous avez un nombre maximum d'athlètes et ensuite, c'est la répartition qui se fait au travers de chaque comité national olympique, c'est-à-dire nous, le CNAOCSF en France, lié aussi avec la Fédération française de ski, par exemple, qui, elle, est là pour sélectionner des athlètes pour représenter le ski alpin. C'est la même chose pour le ski de boss, c'est la même chose pour le bobsleigh, et dans toutes les, y compris pour le biathlon. Et c'est là qui est le problème, c'est que vous avez toutes les nations du monde, on va dire, on déplace, vous avez une fille et un garçon, quel que soit le pays, qui est invité à participer. Alors, on a le dilemme entre des grosses nations, comme la France, l'Autriche, la Suisse, l'Italie, l'Allemagne, j'en passe les meilleurs, les Américains aussi. Et du coup, on se retrouve limité par rapport à ces fameux quotas qui sont imposés. Et même nous, on n'est pas arrivé à déchiffrer ça avec Jean-Jacques Rey, mon ami, on n'est pas du tout arrivé à déchiffrer vraiment le fond de la situation pour dire, mais attendez, qu'est-ce qui se passe En résumé aussi, donc vous avez en alpin, vous avez le droit à 11 filles et 11 garçons, hein, donc qui peuvent être inscrites. Et après, vous avez donc les quotas par discipline. C'est-à-dire que chaque discipline, chaque pays ne peut pas aller au-delà de 4 athlètes. C'est le principe des championnats du monde et des Jeux olympiques. Après, en dehors de ça, la Fédération internationale et le CIO, pour faire court et simple, c'est qu'ils favorisent beaucoup plus des skieurs qui ont plusieurs disciplines. C'est-à-dire un type qui fait qu'une discipline, il est beaucoup plus handicapé que celui qui va faire la descente, le super géant. Et c'est ce qui fait que tout le monde s'est retrouvé un peu dans le fait accompli et de se dire, bah oui, donc si vous voulez, alors un petit pays au hasard, Monaco, tiens, je vous prends Monaco, ils ont la possibilité d'avoir un garçon et une fille. Ça voudrait dire que en théorie, vous pouvez mettre un garçon en descente, une fille en descente, vous pouvez en mettre en géant, vous pouvez mettre en slalom, mais c'est qu'une place nominative. Ça voudrait dire que si vous avez un descendeur, mais aussi un slalomeur, puisque vous avez le droit à une place, vous n'avez pas le droit à 2 noms. C'est-à-dire que, vous voyez ce que je veux dire, c'est que ça devient problématique. Par contre, celui qui effectivement est capable de faire plusieurs disciplines, lui, il aura la facilité de faire ce qu'on appelle la deuxième semaine. Et c'est là qu'on n'arrive pas à comprendre l'idée de Coubertin, c'est clair, mais aussi comment se fait-il qu'aujourd'hui, dans toutes ces disciplines que l'on a, la descente, le super géant, le géant slalom, on est bien d'accord, hommes et femmes, c'est que les 30 meilleurs mondiaux on n'aura pas au départ les 30 meilleurs mondiaux de chaque discipline. Alors là, pour le coup, moi, je suis pas du tout là. Alors, qu'on ait les autres
qui participent. Hein. C'est Oui, c'est la normal. volonté de Coubertin, Mm. c'est normal. Mais encore Mm. une fois, il faut qu'aussi il y a des critères, c'est-à-dire même si vous avez une place pour Monaco, il faut rentrer dans un classement, il faut être au maximum, dans les 500 meilleurs mondiaux de la discipline. Ah oui. Alors, je ne vous raconte pas le casse-tête chinois qu'on a là. Ah ouais, ouais. Voilà, on a pu voir, hein, on a déjà parlé en début de semaine, hein, de cette histoire de quota. Marc, une Ouais, ces dernière quotas. question. Ouais. Ah, Oui, une question qui vient d'arriver. C'est pour ça que ça vient d'afficher. Justement, alors ça, c'est une bonne question. Qui peut commenter le ski alpinisme au JO? Bah, c'est Marc. Moi, pour moi. Ah oui. Non, mais voilà, la question de Pierre. Hein. alors, ski alpiniste, on a vu qu'il y a eu une épreuve de Coupe du Monde à Courchevel où les Français, Emilie Arop, avaient gagné. Et puis, potentiellement, on va dire, on a la chance, on a certainement l'opportunité de faire plusieurs médailles, hein, en tout cas des médailles d'or chez les garçons et chez les filles, en tout cas or peut-être argent et bronze. On a d'autres équipes en face, hein, on a les Suisses qui sont toujours présents, ça c'est clair. Alors qui peut commenter Pour les JO. Je crois savoir que pour les JO, il doit y avoir de mémoire, il doit y avoir France 2, France 3. Français logique. Télévisions. Et puis après, vous avez vous avez appris autant. On est en direct. Vous avez France Télévisions, puis vous avez Eurosport de mémoire qui sera là. Donc après, je ne sais pas qui vont mettre comme consultant. C'est une nouvelle épreuve. En plus, en théorie, le ski à l'alpinisme, c'est la pyramide, c'est des épreuves. Et là, c'est des épreuves plutôt sprint. Il faut avoir une connaissance. Moi, je serais apparemment assimilé consultant et amener certaines explications pour, il me semble, la place du village. Je ne me trompe pas. Tout à fait. Hein, dès le 9, dès le lundi. Voilà. Je vais avoir un programme d'analyse assez chargé. Mais oui, Voilà. pourquoi pas. Mais c'est pas moi qui vais pouvoir répondre pour les autres chaînes de télévision. Ça, c'est une évidence. Oui, voilà, ouais. Voilà, donc pour qui peut commenter justement. Donc c'est JO, hein, je vous rappelle, vendredi prochain, et nous on en reparlera dès lundi avec, vous allez voir, un beau plateau, un beau générique pour les JO. On est en train de préparer ça. En plus, on a une petite semaine pour préparer tout ça avec Marc, pour faire quelque chose de bien. On sera avec vous, Marc, hein, tous les jours. On fera une petite page au niveau des Jeux Olympiques, hein, si Marc est disponible, bien entendu. Ah mais c'est vous qui êtes aux manettes, hein. Moi je ne fais que répondre aux questions et expliquer, hein. C'est vous qui allez nous faire le magnifique plateau. Imagine, Johan. Voilà, un beau plateau, un beau générique avec Marc qu'on retrouvera pendant les JO, qui va tout nous dire un petit peu tous les résultats qu'il y aura au niveau de ces JO d'hiver. Justement, les JO d'hiver, on va parler de 2030. Justement, c'est vite là, hein, c'est dans 4 ans justement. Et est-ce que ces quotas auront lieu justement en 2030? Alors vous savez que tous ces systèmes de quotas ont évolué. Il me semble que les dernières Olympiades ou celles d'avant, il fallait que les gars, ils aient participé 2 ans avant ou 1 an avant au championnat du monde. Il fallait au moins avoir pris les départs de championnat du monde, quelles que soient les disciplines, pour valider ces qualifications pour les Jeux Olympiques. D'ailleurs, on a regardé avec Jean-Jacques, c'est que pour les qualifications et les fameux critères de sélection pour la 2026, on remonte sur des résultats qui dataient de 2024. Donc là, je peux vous dire que c'est pas un ordinateur qu'il faut, hein, c'est une usine à gaz pour essayer de retrouver tous ces résultats et permettre en fait ces fameux quotas. Qu'est-ce que la Fédération internationale et le CIO va pondre pour 2030? En tout cas, je n'en sais rien du tout. Mais quand vous voyez ce genre de choses, alors on peut se tromper, hein, on peut évoluer, mais il faut que ça devienne beaucoup plus simple pour la compréhension du grand public et aussi en termes de voilà. Ouais, surtout ceux qui sont de l'autre côté de l'écran, il faut penser à ceux qui regardent, quoi. S'ils n'y comprennent pas, alors, voilà, ils vont dire. Il y a très longtemps, il y avait toutes les nations participaient aux épreuves et ce qui était un réel problème, c'était notamment les épreuves de vitesse. Vous voyez, à l'époque, je me souviens, les Iraniens avaient voulu faire des Jeux Olympiques. Je peux vous dire que c'était pas marrant pour eux, hein, parce qu'il y avait vraiment une dangerosité absolue. Donc, il y a eu des critères qui ont été mis en place, mais encore une fois, il faut trouver le juste milieu et qu'il y ait une certaine compréhension. Je pense qu'il faut être beaucoup plus
pragmatique que ça. Il y a moyen de mettre des quotas, il y a moyen mais alors là, c'est une usine à gaz totale et que chaque nation s'est trouvée un petit peu dans cet accompli pour essayer de comprendre tout ce qui pouvait être écrit, parce que ça, c'est écrit, hein, noir sur blanc. Je peux vous dire que c'est pas simple à comprendre. En 2030, évidemment, c'est demain. Je ne sais absolument pas comment le CIO ainsi que la Fédération internationale va amener ces systèmes de quotas et de sélection, et ensuite, à chaque nation, d'avoir ces fameux comités nationaux olympiques pour entériner des décisions qui sont internes à chaque nation, pour dire combien on va mettre d'hommes, de femmes sur telle discipline. Ça, je ne sais absolument pas, je ne peux pas vous répondre pour 2030. Voilà, on en reparlera juste pour l'essai qui arrive, Marc. Hein. Voilà, donc pour ces questions, pour ces JO, hein, notamment ceux qui commencent vendredi prochain, et nous on sera dès le 9 février, tous les jours avec Marc, s'il est disponible, bien entendu, avec notre page Jeux Olympiques. On suivra ça, car on sait que le sport de la glisse est adoré par les jumeaux. Hein. On sait qu'ils suivent beaucoup tout ça. Alors, avant qu'on se quitte, Johan, vous savez que en Montana, il y a encore 2 épreuves. Il y a demain matin, il y a le super géant dame qui sera là. Aujourd'hui, c'est la descente dame qui a été descente dame, pardon. Et demain, ce sera le super géant dame. On attend Roman et bien d'autres encore sur cette magnifique piste de Grand Montana. Et puis dimanche, il y aura la dernière épreuve avant les Jeux Olympiques de descente homme. Où je ne sais pas si je vous ai envoyé la liste des Français. Je crois savoir. De la part de Jean-Jacques m'a dit Adrien Théo, il a une hernie discale, donc je pense qu'il pourra pas courir. De toute façon, il n'est pas qualifié pour les Jeux Olympiques. Mais voilà, il y a avant les Jeux Olympiques, on pensait qu'il y avait en théorie plus du tout de Coupe du Monde. Pas du tout. Les filles courent demain, et puis les garçons, les garçons seront dimanche. Alors là, je viens d'avoir une nouvelle. Non, mais en plus, alors je vous ai transmis tout à l'heure, cet avis de décès qu'on a reçu nous les champions de ski avec Daniel Catiard, qui était membre des équipes de France dans les années 67, et puis qui était parti avec son épouse. Ils ont Château Laffitte, des choses comme ça. C'est eux qui sont propriétaires de ce domaine. Viticole. Daniel, c'était évidemment, il était aimé de tout le monde, un passionné de ski avec son épouse. Et puis il nous a quittés. Brutalement. Il nous a quittés brutalement. Et pour la petite histoire, je viens d'avoir là en écran, je vous le lis directement. Je vous l'ai pas envoyé parce que je viens de l'avoir à l'instant. C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris, ce samedi 24 janvier, la disparition de Gérard Matisse. Alors Gérard Matisse, c'est un grand nom de Val d'Isère, une plaque incontournable de Val d'Isère, un avalin. Gérard, il avait monté ces fameux stages Matisse. Vous savez, dans l'histoire du ski, notamment l'hiver, mais aussi l'été, il y avait beaucoup de stages de ski d'été, et les Matisse ont été précurseurs à Val d'Isère. Gérard était un homme avec une forte personnalité. Il a été adjoint au maire de Val d'Isère pendant beaucoup d'années. Et là, j'apprends, comme vous voyez, que Gérard nous a quittés. Il était pas en forme ces derniers temps. Je l'ai pas croisé, mais encore une fois, je souligne et je suis de tout cœur avec toute la famille, l'ensemble du ski français, parce que la famille Matisse ont été vraiment des gens toujours proches de la compétition, toujours là. Ils étaient plusieurs frères, les frères Matisse. Et ses frères sont déjà partis avant lui. Gérard Matisse, il laisse un vide parce que nos stations, et en tout cas Val d'Isère, parce que Val d'Isère avait ses stages Matisse et reste toujours une identité dans le domaine du ski sur Val d'Isère, exclusivement parce que ce sont des avalins, des stages Matisse. Donc voilà, je tenais à vous en faire part. Je viens juste d'avoir, sur le téléphone, l'information. On reviendra peut-être dessus. Gérard, tu nous as quittés. C'est comme ça. On pense à sa fille, Audrey, et puis à son épouse, évidemment.
Voilà, voilà pour cette info en direct. Merci, Marc, hein, pour, ce 19h sport. Marc, on va faire une pause, nous, dans le 19h pendant une semaine. On sera très heureux de vous retrouver dès le lundi 9 février. Surtout avec les JO, on aura une page JO régulièrement, dans le 19h pendant, toute la compétition. Ouais, ça va, je pourrais être en mesure peut-être de revoir en replay, malgré que je vais travailler au niveau du ski, et puis le 19h de pouvoir essayer de faire un petit débrief entre nous. Voilà, voilà, bah, voilà, il y a pas de souci. Voilà, bah, merci beaucoup, Marc, de nous avoir, été avec nous ce soir dans le 19h. Merci Johan, vous avez rétabli les connexions, c'est parfait. Je vais aller avoir les félicitations des frères de Paris. Génial. Je l'espère. Voilà. Bah, voilà, bah, merci beaucoup, Marc. On se donne rendez-vous, bah, dès le 9 février, juste après petite semaine, hein, de pause, pour, parler des JO, puis voilà, également continuer encore à parler, du sport de la glisse. Voilà, merci beaucoup à vous, Marc, et puis on retrouvera peut-être Marc, hein, la semaine prochaine dans avec Philippe de Paris peut-être, hein, également. Exact. Merci Johan, merci à tous et bonne soirée. Voilà, bon week-end, Marc, et on se donne rendez-vous dès le 9 février avec Marc pour, parler des JO qui commencent vendredi prochain. On en reparlera bien entendu avec Marc. Belle soirée, bon week-end. Merci, Marc, hein. Salut à tous. Voilà. Ciao, ciao. Voilà, merci à Marc. Voilà pour, ce 19h sport que vous pouvez retrouver, bien entendu, dès demain en replay sur l'ensemble des plateformes de la Place du Village.